Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous allons commencer dans 5 minutes. Je vous propose de vous connecter tranquillement et je vais demander à Madame Pomard et Madame Lecoq de me rejoindre sur scène. Il y a normalement un petit émoticône en bas de l'écran où il y a écrit « Monter sur scène ». Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Bonjour Pascal et Pauline. Bonjour. Bienvenue à tous. On attend que tout le monde se connecte et puis on pourra commencer le webinaire à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, il y a un onglet en bas qui s'appelle « Chat » sur lequel vous pouvez parler. Et ensuite, un autre onglet qui s'appelle « Questions » sur lequel vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent durant la présentation du webinaire. Nous traiterons par ordre d'arrivée les questions posées. Bonjour Jérémy, bonjour Evelyne, bienvenue. N'hésitez pas également à préciser le nom de votre structure. Comme ça nous permettra aussi de faire connaissance. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende que l'ensemble des participants se connectent. Et on commencera le webinaire dans 3 minutes, soit à 14h05 pour être précise. Bonjour Violaine, bonjour Pierre, bonjour François-René, bienvenue et merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Il est 14h05, soit l'heure de commencer. Il me semble que Madame Pomard devait présenter l'introduction. Donc Madame Pomard, je vous invite à nous rejoindre directement sur scène. Si vous en avez la possibilité. Voilà. Vous m'entendez? C'est bien. Oui, parfait. Je vous laisse la main. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et rebonjour
à celles et ceux qui ont participé au webinaire de ce matin. Donc, c'était une autre thématique sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais qui concernait le CRIE sur un autre axe. Donc, merci à tous de votre participation donc, à cet axe sur les achats inclusifs du comité régional de l'inclusion dans l'emploi. On a souhaité solliciter la plateforme de l'inclusion qui est représentée par Madame Desmoulins pour présenter ce webinaire dans l'objectif de vous familiariser à cet outil et vous aider à prescrire, à accompagner les publics au sein de vos entreprises adaptées. C'est vraiment les entreprises adaptées qui sont destinataires de cette invitation. Donc, cette plateforme de l'inclusion, elle est un regroupement d'intérêt public qui est porté par le ministère du Travail et qui regroupe plusieurs services publics numériques avec pour objectif de faciliter le recrutement des personnes éloignées de l'emploi. Donc, je laisse tout de suite introduire notre partenaire UNEA, donc en co-animation de ce webinaire, qui est représenté par Mesdames Lecoq et Odou, et présenter des interventions pour le déroulement de Madame Desmoulins. Merci à tous et à toutes de votre écoute et de votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pascale Lecoq, déléguée territoriale de l'UNEA Hauts-de-France. Je remercie Madame Pomar pour l'organisation de ce webinaire qui nous a semblé opportun dans le cadre d'un contexte économique au niveau des entreprises adaptées assez tendu. Je vous rappelle qu'on vous a sollicité les entreprises adaptées par mail. C'est Pascal qui vous a envoyé un mail puisque nous rencontrons l'adresse Monsieur Bouffange en début d'année prochaine, justement pour parler des problématiques et d'emploi et de charge de travail, de la partie économique. Vous savez que dans le cadre du CRIE, il y a un axe achat inclusif et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité aussi faire ce webinaire. On a été interpellé par notre chargée de mission, Madame Pascale Odou, ainsi que par Madame Desmoulins, qui est en charge la plateforme de l'inclusion pour organiser ce webinaire. Donc, je vais laisser au nom de l'UNEA, Madame Pascale Odou, vous présenter dans quel contexte l'UNEA s'intègre tout à fait dans ce cadre de projet axe. Alors, je ne sais plus, Madame Pomar, quel axe c'est, mais enfin, c'est l'axe achat inclusif à destination des entreprises adaptées. Merci Pascal. Du coup, je prends la balle au bon. Donc pour vous rappeler effectivement un peu les axes d'orientation de l'UNEA qui sont en raccord avec le sujet de cet après-midi. L'UNEA en fait travaille autour de 4 axes d'intervention actuellement, donc qui sont affichés là devant vos yeux. Donc le premier, c'est faciliter l'accès à l'emploi des salariés en situation de handicap. Le deuxième, c'est protéger et renforcer le modèle de l'entreprise adaptée. Et le troisième axe prioritaire d'intervention de l'UNEA dans notre stratégie d'intervention, c'est de permettre aux entreprises adaptées d'être compétitives. Et donc, dans cet axe stratégique, on y intègre un ensemble d'actions en faveur du développement de la commande publique auprès des entreprises adaptées. Donc, j'ai juste prévu un petit rappel de nos actions. Je n'ai pas prévu une présentation de l'UNEA puisque normalement les participants nous connaissent déjà. Mais pour vous rappeler qu'effectivement, au regard des enjeux du développement des achats inclusifs, on déploie un certain nombre d'actions à la fois au niveau national et au niveau territorial. Au niveau national, on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec nos adhérents. L'UNEA défend un certain nombre de mesures auprès du gouvernement et des différents ministères en charge du travail et du handicap. Un certain nombre de mesures, dont une mesure qui porte sur le développement des achats inclusifs. Et donc, parmi les propositions que l'on porte, on a 2 propositions très concrètes qui ont été partagées largement auprès de nos élus. La première, c'est de remplacer le terme insertion par le terme inclusion dans le Code des marchés publics. Alors pourquoi cette proposition autour de la sémantique? C'est parce qu'on se rend compte que les acheteurs publics, à travers le terme insertion, donc les clauses d'insertion, systématiquement ont le réflexe de s'adresser aux acteurs de l'insertion par l'activité économique et souvent ont moins le réflexe d'intégrer dans ce mot insertion les acteurs du handicap.
Donc, c'est pas que un problème de sémantique, c'est vraiment derrière cette sémantique, on a quand même une problématique de fléchage de marché vers les entreprises adaptées notamment, et aussi les autres acteurs du handicap. Donc ça, c'est la première proposition qu'on porte actuellement. Et la deuxième, c'est de consacrer une partie de la commande publique à l'entrepreneuriat social inclusif, donc en partie donc aux acteurs du handicap. Donc on propose, nous, de réserver 5% de la commande publique à l'entrepreneuriat social, ce qui équivaudrait à peu près à 10 milliards d'euros fléchés vers des marchés réservés sur le handicap. Deuxième action au niveau national, c'est qu'on porte depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, une campagne de communication orientée vers les acheteurs publics et vers les acheteurs privés. Donc les entreprises adaptées, la performance qui a du sens, avec aujourd'hui d'ailleurs de nouvelles vidéos qui vont être produites et on va essayer de renforcer cet axe auprès de communication auprès des acheteurs publics et des acheteurs privés. Et au niveau territorial, c'est un peu aussi une déclinaison des actions menées au niveau national par l'UNEA. On a eu des premiers pas de collaboration avec les facilitateurs de clauses sociales pour mieux faire connaître les entreprises adaptées. Encore une fois, on se rend compte que les facilitateurs ont une bonne connaissance globalement du champ de l'IAE et partaient de plus loin par rapport à la connaissance des entreprises adaptées. Donc, on a eu l'occasion d'intervenir auprès du réseau régional des facilitateurs pour présenter les entreprises adaptées, comment elles fonctionnent, les services qu'elles proposent et qui elles sont sur la région. Et également, on les a fait venir en journée territoriale de l'UNEA. Et donc, on a aussi pour perspective de continuer cette interconnaissance pour pouvoir faciliter aussi le développement des commandes publiques vers les acteurs du handicap, dont les entreprises adaptées. On a donc bien sûr les réunions qui sont programmées, organisées dans le cadre du CRIE, dont la réunion de cet après-midi. Et donc Pascal et Nathalie, donc les deux délégués territoriales de l'UNEA, participent à la commission sur les achats inclusifs. Et puis, on envisage de décliner la campagne de communication, les entreprises adaptées, la performance qui a du sens en 2025 sur le territoire donc la région de France. On a déjà produit une petite plaquette régionale pour lister toutes les entreprises adaptées qui existent sur le territoire de façon à pouvoir la communiquer auprès des acheteurs. Et on a dans les perspectives 2025 la production de plusieurs vidéos, dont une vidéo à destination des acheteurs publics pour promouvoir aussi, encore une fois, les entreprises adaptées auprès des acheteurs et des facilitateurs. Donc, on a un axe très fort, comme disait Pascal, au regard du contexte économique actuel. C'est vrai que c'est un enjeu majeur aujourd'hui de pouvoir communiquer davantage vers les acheteurs publics et les acheteurs privés et les entreprises, donc. Et du coup, Pauline, quand vous nous avez proposé d'organiser cette réunion, on a forcément pris la balle au bon pour qu'on puisse mieux peut-être utiliser l'outil. Je pense que quelques-uns l'utilisent déjà, mais même moi, j'ai découvert en fait des fonctionnalités quand on a échangé ensemble. Donc, on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour faire une petite remise à niveau ou une découverte de cet outil. Je compléterai juste sur une petite aparté. Sur la campagne de communication nationale, l'UNEA est présente beaucoup sur le réseau LinkedIn. Et donc, on vous demande aussi de relayer les communications de l'UNEA, soit les republier, soit en donnant un avis, soit juste les republier ou juste les taguer pour qu'on puisse avoir le plus de visibilité possible. Merci à toutes les trois pour cette introduction très complète. Du coup, je vous propose de prendre la main s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là. Je m'appelle Pauline Desmoulins, je travaille au sein du marché de l'inclusion et je suis référente des structures inclusives. Donc, en gros, si vous avez la moindre problématique concernant votre utilisation de notre outil, c'est auprès de moi qu'il faut que vous adressiez. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil, son utilité, son objectif, quelques chiffres clés et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet lorsque je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont mises à la disposition à la fois des acheteurs, mais aussi des clients, pour les accompagner dans leur politique d'achat. Et ensuite, je vous ferai une démonstration de l'outil en tant que tel. Donc, le marché de l'inclusion, je voulais vous parler des origines de ce projet et aussi attirer votre attention sur le fait que ça a un nom qui peut être assez confusant parce que le marché de l'inclusion fait partie de la
plateforme de l'inclusion. Et ça n'est pas la même chose. Et souvent, les gens font la confusion entre ces différents termes. Pour vous expliquer, en 2019, Muriel Pénicaud, qui était à l'époque ministre du Travail, avait demandé un rapport qui s'appelle le Pacte d'ambition IAE, dont l'objectif était de dessiner une société plus inclusive en proposant des lignes d'action sur l'ensemble des niveaux de la chaîne de l'inclusion. Il y a eu notamment l'engagement numéro 5 de ce pacte d'ambition IAE, qui était la création de la plateforme de l'inclusion pour digitaliser, simplifier et professionnaliser le fonctionnement des acteurs de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, du coup, comme l'a présenté Madame Pomard tout à l'heure, rassemble une dizaine de services numériques à la disposition des acteurs de l'inclusion, dont le marché de l'inclusion, qui a comme objectif aujourd'hui d'accompagner le développement économique des structures inclusives et lever les freins à l'acte d'achat inclusif. Donc nous, on a été créé en 2021 et on est venu rejoindre ce groupement d'intérêt public qui s'appelle la plateforme de l'inclusion et qui rassemble aujourd'hui 11 outils numériques. Vous devez très certainement connaître les emplois de l'inclusion et probablement d'autres outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Juste pour vous faire une petite métaphore, la plateforme de l'inclusion, c'est comme si c'était un grand immeuble avec chaque étage était un service numérique dédié et au service des structures de l'insertion. Structures de l'insertion, pardon. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez en connaître une partie. Aujourd'hui, en quelques chiffres et pour vous présenter rapidement le marché de l'inclusion, si certains ne le connaissent pas, on est une plateforme totalement gratuite, mise à disposition de toutes les structures inclusives en France, dont l'objectif est de les accompagner à développer et pérenniser leur activité, mais également à sensibiliser les acheteurs à l'achat inclusif. Aujourd'hui, cette place de marché rassemble près de 6500 structures inclusives, en France. Lorsque je parle de structures inclusives, c'est à la fois toutes les structures de d'insertion par l'activité économique, les ESAT et les EA. Sont représentés près de 150 secteurs d'activité différents. On a enregistré aujourd'hui près de 7900 acheteurs. Et en 2024, nous avons généré les structures inclusives ont généré près de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au marché de l'inclusion. Donc, globalement, quelles sont les fonctionnalités à la disposition des acheteurs sur le marché de l'inclusion? Donc, il y a 4 fonctionnalités et généralement, elles ne servent pas toutes au même profil d'acheteurs. Je vais vous parler en préambule du sourcing inversé qui est vraiment le nerf de la guerre sur le marché de l'inclusion. C'est un outil qui permet à tout acheteur professionnel de pouvoir avoir une phase préalable. C'est en phase préalable à un appel d'offres ou une consultation. Ça lui permet de jauger le marché, de voir s'il y a des fournisseurs qui seraient en capacité de pouvoir répondre à son besoin. Ainsi, il dépose son sourcing inversé, demande à la communauté de fournisseurs s'ils sont en capacité de pouvoir le réaliser et si c'est le cas, ensuite faire un appel d'offres ou lancer une consultation au regard des réponses qui lui ont été apportées et aussi en adaptant cet appel d'offres ou cette consultation au profil des fournisseurs. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important, si jamais d'aventure vous êtes intéressé par un sourcing inversé, de présenter votre activité à l'acheteur et de surtout, manifester votre intérêt auprès de lui. Ensuite, dans une moindre mesure, il y a la possibilité sur le marché de l'inclusion de faire des demandes de devis. Pour ce type d'action, on s'oriente plutôt sur des profils d'acheteurs non professionnels. Alors, lorsque je dis non professionnels, ce sont des acheteurs qui ne sont pas acheteurs de profession, mais qui font partie d'une entreprise. Ça peut être par exemple responsable marketing qui a besoin de faire imprimer 50 pulls pour ses collaborateurs et dans ce cas-là, il peut passer par une demande de devis. Pas besoin de passer par la fonctionnalité appel d'offres ou consultation. Les demandes de devis fonctionnent notamment pour la partie traiteur, impression, goodies
et textile également. Et enfin, la dernière fonctionnalité à disposition des acheteurs, c'est le moteur de recherche. Tout simplement, c'est un moteur de recherche multi-critères qui permet de retrouver en 3 clics la structure qui pourrait intéresser un acheteur. Donc, il y a différents systèmes de filtrage qui permet ensuite soit d'avoir une carte, soit d'avoir une liste que l'acheteur peut s'envoyer directement par mail des structures qui l'intéressent. Hop là. Donc concrètement, comment ça se passe côté acheteur? Quel est le rôle du marché de l'inclusion et vous, comment vous pouvez agir au quotidien? Donc un acheteur va déposer soit un sourcing inversé, soit va faire une demande de devis, un appel d'offres sur le marché de l'inclusion. Le marché de l'inclusion réceptionne ce dépôt de besoin, on appelle ça un dépôt de besoin, le réceptionne directement sur son ordinateur, sur son compte, et on va le qualifier un maximum, puis le valider. Une fois qu'il sera validé, vous allez le réceptionner directement, soit par mail, soit directement sur votre tableau de bord. À partir de ce moment-là, vous pourrez vous positionner ou non en réponse à cet acheteur. Alors, aujourd'hui, toute structure inclusive qui est en France est automatiquement référencée sur le marché de l'inclusion. Soit en tant que structure d'insertion par l'activité économique ou entreprise adaptée, c'est via les données de l'ASP qui se mettent à jour du coup tous les lundis matins sur le marché de l'inclusion. Ou alors concernant les ESAT, c'est le GESAT ou maintenant Osmose qui nous donne des informations concernant les structures. Attention, j'insiste sur un point, on peut être référencé sur le marché de l'inclusion, c'est pas pour autant que vous êtes activé. Donc nous, on référence automatiquement toutes les structures, mais après, il y a un travail à faire de votre côté d'activation de votre compte. Donc, il faut vous créer un compte utilisateur et ensuite modifier les informations qui apparaîtront sur votre profil fournisseur. Donc, c'est extrêmement simple. En tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de faire 2 actions sur le marché de l'inclusion. Et lorsque je dis utilisateur, c'est vous, structure inclusive. Lorsque vous souhaiterez, ou si vous êtes déjà sur le marché de l'inclusion, vous êtes un utilisateur et vous pourrez mettre à jour votre fiche commerciale. C'est votre carte d'identité de la structure. C'est ce que verront les acheteurs lorsqu'ils consulteront votre fiche. Et vous pouvez mettre à jour cette fiche commerciale et vous pourrez également réceptionner des opportunités commerciales par mail directement ou, comme je vous l'ai dit, sur votre tableau de bord. La création et le rattachement à votre structure est extrêmement simple. Je vous montrerai juste après. Il suffit juste de se créer un compte utilisateur, de taper le numéro tiré de votre structure. Si vous êtes le premier utilisateur, vous serez rattaché directement à votre structure. S'il y a déjà un utilisateur sur le compte de votre structure, alors on lui enverra un mail pour lui demander la validation de votre rattachement. Hop là. Et là, je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration de l'outil. Mais dès à présent, est-ce que quelqu'un a une question à poser, un point à éclaircir sur le marché de l'inclusion? Alors, vous pouvez soit mettre une question dans l'onglet questions en bas, soit monter sur scène et poser votre question de vive voix. Mais s'il n'y en a pas, je vous propose de faire ma démonstration directement. Donc, je vais partager mon écran. Hop là. Excusez-moi, voilà, c'est bon, je vais chercher la bonne. Ok, partager. Donc là, normalement, vous me le confirmez, mais vous devez voir sur l'écran Oui, c'est ça. Je vois Pascal qui hoche la tête. Donc, du coup, c'est l'interface du marché de l'inclusion. Donc, vous, en tant que structure inclusive, vous cliquez ici et vous arrivez sur l'interface réservée aux SIAE, EA et ESAT. Si vous n'êtes pas encore référencé, il suffit de mettre référencer ma structure
vous déclinez votre activité, votre nom, pardon, votre identité, nom, prénom, numéro de téléphone, vous créez un mot de passe, vous validez et ensuite on vous demandera le numéro tiré de votre structure, vous le renseignez et ainsi vous serez directement rattaché à votre structure. Là, en l'occurrence, moi, je vais me connecter en tant que prestataire. Et donc là, vous allez voir le tableau de bord d'une structure inclusive sur le marché de l'inclusion. Donc là, j'ai pris, moi, je suis moi-même rattachée à plusieurs. Là, en l'occurrence, hop, je vais fermer cet onglet, voilà. Là, en l'occurrence, je suis sur une structure qui s'appelle l'atelier La Ficelle, mais si certaines... si des structures présentes souhaitent qu'on aille sur leur fiche, il n'y a absolument aucun problème. Donc là, vous arrivez sur ce tableau de bord. En haut, vous avez le nombre de demandes que vous avez reçues. Vous descendez, donc là, on peut voir que vous en avez 81 qui ont été réceptionnées sur directement cette interface que vous retrouvez également ici. Ça, c'est toutes les opportunités commerciales que vous réceptionnez. Déjà, le plus important lorsqu'on crée une fiche pour votre structure, excusez-moi, c'est un peu lent, c'est de compléter, d'être le plus précis possible dans la description de votre activité pour qu'on puisse, nous, en interne, faire matcher, faire correspondre le dépôt de besoin avec les compétences et les activités que vous avez référencées. Donc, aujourd'hui, vous pourrez renseigner le contact commercial. Donc, ça, c'est la personne qui sera directement en lien avec les acheteurs ou avec les clients. Et là, c'est le référencement qui est très important. Ça permet de détailler chacune des activités que vous réalisez au sein de votre structure et de mettre et de préciser également la zone géographique sur laquelle vous réalisez cette activité. Typiquement, ce que l'on peut voir donc pour l'atelier La Ficelle, c'est qu'elle fait du recyclage textile en France entière. Donc, si elle souhaite, par exemple, réduire la voilure et se dire que cette activité, elle ne veut plus la faire en France entière, mais se concentrer uniquement sur une zone particulière, soit une distance en kilomètres, soit une zone d'intervention personnalisée qui peut être région, département et ville. Donc, cette fonctionnalité est vraiment importante, comme je vous le dis, pour qu'on puisse vous envoyer les opportunités commerciales qui correspondent un maximum à ce que vous réalisez au quotidien. Et il est également important de préciser, alors bon, évidemment, là, c'est pas grave, je vais sauter cette partie-là, j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez renseigner autant d'activités qu'il y a autant d'options d'activités qu'il y a au sein de votre structure et aussi changer de zone géographique en fonction de ces différentes activités. Je vous invite vraiment à vérifier et à mettre à jour toutes ces informations-là. Ensuite, vous pouvez renseigner des informations concernant votre structure. Généralement, ce qui donne confiance aux acheteurs, et nous on parle d'éléments de réassurance, c'est vraiment que vous puissiez raconter qui vous êtes, comment est née votre structure, parler de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est un élément qui est toujours important. Ça montre la santé financière de la structure. Et donc, du coup, ça rassure le client pour s'engager auprès de vous. L'année de création, le nombre de salariés en insertion. Si je peux me permettre une toute petite remarque, c'est que nous, on s'est rendu compte au sein du marché de l'inclusion qu'il fallait mettre avant toute chose la qualité de service de vos prestations, de votre offre commerciale, de votre activité, avant de parler de la partie insertion. Après, c'est un point de vue qui est tout à fait, on peut en débattre, mais nous, on s'est rendu compte que, avant toute chose, les acheteurs souhaitaient de la qualité de service, de la confiance, et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est la partie insertion. Vous pourrez détailler ici pour l'acheteur les différentes prestations commerciales ainsi que les références clients, vos réalisations, donc vous pourrez également joindre des images. Et enfin, dans le dernier onglet qui s'appelle groupement, vous pourrez venir préciser si vous faites partie d'un groupement de structures, si vous faites partie d'une fédération ou autre. Ainsi, c'est encore des éléments qui permettent à l'acheteur ou au client d'être assuré sur votre activité. Je reviens dans mon tableau de bord
Et je reviens plus particulièrement sur une opportunité commerciale qui a été reçue pour vous montrer quelle est la marche à suivre une fois que vous la recevrez. Donc là, je vais dans demande reçue. Excusez-moi, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est mon internet ou si c'est notre site qui est un peu lent aujourd'hui. Pascal, tu avais levé la main, non? Ah, pardon, je vois pas l'écran. Oui, en fait, je voulais savoir si donc j'ai compris que toutes les entreprises adaptées, de fait, sont référencées par défaut, puisqu'en fait, c'est fichier de l'ASP, donc à travers les codes SIRET. Absolument. Mais est-ce que une entreprise adaptée qui donc est référencée, mais qui n'a pas ouvert son compte, n'a pas activé son compte, est-ce qu'elle est susceptible de recevoir des demandes sans le savoir, du coup Absolument. Ouais, c'est ça en fait qui m'a interpellée quand on s'est vu la première fois, c'est que je me dis qu'en fait on peut décevoir des clients sans le savoir parce qu'en fait on n'est pas actif sur le pardon. site. Non, non. Excusez-moi, là il y a une erreur de ma part. Du coup, sa fiche est existante sur le marché de l'inclusion. En revanche, elle n'a pas renseigné d'activité particulière, donc de fait, elle ne peut rien recevoir. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'était important à savoir? Parce que c'est vrai que oui, absolument. Ça serait problématique de recevoir des demandes sans jamais répondre, en fait. Absolument. Et un autre point qui est intéressant que vous avez souligné, c'est que nous, on récupère du coup les informations qui sont transmises à l'ASP. Alors, parfois, c'est des informations, des adresses mail typiquement qui sont génériques ou qui appartiennent à une personne qui est partie de la structure depuis un temps donné. Et donc, du coup, nous, on a des difficultés à solliciter les structures pour qu'elles activent leur compte. Et donc là, c'est tout un travail pour nous de déploiement. D'accord. Normalement, Pascal, tu me coupes si je me trompe, mais normalement, les mails sont quand même hyper mis à jour dans l'ASP, puisque c'est quand même par ce biais-là que nous on fait les déclarations et qu'on touche les aides au poste. Surtout qu'il y a une sollicitation au mois de septembre pour les habilitations et on a dû remettre à jour toutes les coordonnées, notamment aussi quand on est passé à la validation des éléments avec un code qu'on nous envoie sur nos téléphones portables. Ok, très bien. Normalement, les informations sont à jour. Très bien. Bon, bah écoutez, tant mieux, ça c'est un bon point. Il y a quelque temps, ça n'était pas le cas. Et donc, on s'est retrouvé avec des adresses génériques type contact ou admin et pour lesquelles il n'y avait jamais de réponse en face. Donc, j'ajouterais en plus que les adresses mail de type admin, contact, etc. ne sont pas autorisées. Le format n'est plus autorisé sur le A2. Depuis depuis quelques mois maintenant, hein, la mise à jour, elle a eu lieu en juin de mémoire. Ah, donc effectivement, c'est un point à creuser, mais il y a potentiellement encore des adresses génériques qui sont là-dedans. Du coup, merci beaucoup Pascal pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le référencement des structures ou c'est clair pour le moment? Non, c'est clair, très bien. Je vais vous montrer très rapidement ici ce que cette entreprise a reçu. Donc, c'est un projet d'achat. Bon, alors là, ça a l'air assez précis et très qualifié comme demande. C'est que dans le cadre de notre référencement de panel fournisseurs sur la catégorie conseil métier spécialisé, nous allons lancer un appel d'offres afin d'identifier de nouveaux acteurs qui pourront... Donc ça, en l'occurrence, c'est un besoin qui a été reçu. C'est un sourcing. Donc là, on voit bien dans la description du besoin que cet acteur, donc c'est le Crédit Agricole, souhaite référencer un nouveau panel de fournisseurs. Donc là, vous avez le contact, vous avez sa localisation, vous avez le secteur d'activité sur lequel il fait sa recherche. On voit bien que c'est un sourcing. Et donc là, il y a le détail de l'ensemble du besoin. Il le détaille de manière très précise. Hop là. Et donc là, à la toute fin, vous avez comment répondre à cette demande. Donc, soit vous avez la marche à suivre qui est générique, classique, et auquel cas vous devez juste mettre répondre en co-traitance où il y a un autre onglet qui dit « Je suis intéressé par cette demande ». Ou alors,
peut-être que l'acheteur demandera une autre manière, donc de le contacter directement ou de suivre un lien qui a été communiqué dans le dépôt de besoin, un lien qui renvoie vers un cahier des charges ou un appel d'offres directement sur un autre site. Vous voyez que ce sourcing est disponible jusqu'au 19 décembre. Au-delà de cette date, il ne sera plus disponible et pour un début d'intervention au 15 janvier. Là, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a déjà 59 prestataires inclusifs qui ont vu le besoin de ce client et il est possible que le client ou l'acheteur mette un quota au-dessus duquel les prestataires ne peuvent plus se positionner parce qu'il a déjà reçu suffisamment de réponses. Donc ça, c'est des petits points à avoir en tête, notamment pour être réactif au moment de la réception du besoin directement sur votre adresse mail. Voilà, de mon côté. Je crois que j'ai fait le tour des différentes fonctionnalités. S'il y avait, je dirais, 2 points à retenir, c'est d'une part compléter sa fiche un maximum en étant le plus précis possible pour pouvoir faire fonctionner l'algorithme entre le marché de l'inclusion, enfin entre les structures inclusives et le dépôt de besoin. Et c'est également d'être réactif au moment où vous réceptionnez le besoin pour pouvoir vous positionner rapidement et puis répondre à la sollicitation de l'acheteur ou du client. Est-ce qu'il y a des questions concernant ma présentation? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé le marché de l'inclusion et auquel cas veut nous faire un rapide retour d'expérience? Thomas. Bonjour. Vous m'entendez? On vous entend. Donc moi, je suis Thomas, je suis gérant d'une entreprise adaptée. Et je trouve que le marché de l'inclusion, c'est génial. Parce que ça nous permet d'avoir accès, on va dire, à des opportunités que on n'aurait pas eues. Et là où où je suis plus en difficulté, c'est quand on répond, on n'a pas forcément les retours. Comme moi, j'ose pas forcément trop, on va dire, insister auprès de l'acheteur. Par exemple, si on parle de ce référencement Crédit Agricole, nous, j'ai répondu à l'adresse mail qui était donnée en haut. Et c'est vrai qu'aprais, comme pour moi, c'est vous qui avez la main par rapport à ce donneur d'ordre, je veux dire, je ne vais pas aller plus loin que le contacter sur l'adresse mail qui est donnée, parce que déjà, on voit qu'ils sont quand même, c'est des expériences pour eux, donc il ne faut pas les harceler ou essayer de bypasser quoi que ce soit. Et donc, en fait, des fois, je ne sais pas trop comment faire pour savoir si finalement ça va plus loin ou si je dois vous contacter pour vous dire, voilà, j'ai pas eu de retour. Qu'est-ce que je dois faire? Absolument. Tout d'abord, merci beaucoup Thomas pour ce témoignage. Ça fait chaud au cœur de voir que le marché de l'inclusion sert. Alors, ce que vous soulevez, c'est un problème auquel on est très souvent confronté. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on est juste une pourvoi de transmission, mais on n'est pas du tout en capacité de pouvoir intervenir ensuite dans la relation entre l'acheteur et la structure, le fournisseur qui s'est dit être intéressé. Nous, notre seule marge de manœuvre, c'est de pouvoir relancer l'acheteur en lui demandant s'il a pris connaissance des propositions et des prises de contact qui lui ont été faites, mais ensuite, on n'a malheureusement aucune marge de manœuvre à ce niveau-là. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne à côté. Voilà, c'est bon, je l'ai arrêté. Donc, c'est quelque chose sur lequel on souhaiterait vraiment travailler parce que c'est très déceptif pour les fournisseurs, pour vous qui prenez le temps de répondre, d'écrire un mail et de vous positionner sur ce besoin, alors que derrière, il n'y a pas de retour du tout.
Donc ça, c'est une des actions qu'on souhaiterait faire évoluer pour l'année 2025 sur notre outil. Enfin, disons que nous, par exemple, moi, l'idée de l'entreprise, c'est vraiment de venir sur les marchés qui ne sont pas les marchés traditionnels qui sont dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que sur le marché de l'inclusion, il y a, comme le marché crédit agricole, il y a souvent des marchés qui sont des nouveaux marchés, en fait, avec des nouveaux secteurs qui nous conviennent parfaitement. Et c'est pour ça que, en tout cas à notre niveau, si nous on peut faire quelque chose, ben moi je suis le premier partant parce que c'est génial en fait. Génial. Je comprends tout à fait. D'autant plus que au sein de notre équipe, on a une personne qui est vraiment dédiée à la sensibilisation des acheteurs aux achats inclusifs. Donc ça, c'est vraiment dans notre plan d'action, c'est d'aller taper à la porte à la fois des acheteurs publics, mais également des acheteurs privés, et de les pousser à intégrer une part, donc soit de réserver totalement le marché, soit d'intégrer des clauses sociales. Donc ça, ce qui est plutôt très bien accueilli et qui est pris en compte de plus en plus par les acheteurs. Mais malheureusement, derrière, il n'y a pas forcément de transformation, pas tout le temps. En tout cas, c'est vrai que Thomas, ça doit être la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes confronté à de nouveaux types de marchés qui s'ouvrent à vous. C'est qu'on essaye d'élargir un maximum le type d'acheteurs qu'on intègre sur le marché de l'inclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vois une question de Madame Lecoq. Vous demandez comment êtes-vous informé du résultat des demandes. Donc, je pense que j'ai répondu à la question juste avant. Aujourd'hui, nous, mis à part du déclaratif de la part soit de la structure, du fournisseur, soit de l'acheteur, nous n'avons pas d'autres moyens d'avoir d'informations à ce niveau-là. Donc, en fait, quand vous parlez des 7 millions d'euros, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif, d'accord. Alors, c'est du déclaratif. C'est ce qui est passé par la plateforme. Le montant total des marchés déposés sur la plateforme. Non. Non, ça, les 7 millions, c'est des transactions qui ont effectivement eu lieu. Mais potentiellement, c'est beaucoup plus. Mais sauf qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas eu de retour de la part ni du fournisseur, ni de l'acheteur. Donc, nous, on fait un vrai travail en aval de la date de la fin de la mission, de l'achat. C'est qu'on recontacte les différentes parties prenantes pour savoir ce qu'il en est au niveau de ce besoin. Donc, c'est un travail qui est très fastidieux, et qui ne nous permet même pas d'avoir avec exactitude savoir quel a été le chiffre d'affaires généré grâce au marché de l'inclusion. Donc, aux fournisseurs qui sont présents aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information, ça nous fera gagner du temps de notre côté aussi, puis ça nous montrera tout l'impact qu'a le marché de l'inclusion aujourd'hui sur votre développement économique. Et Madame Audou, c'est quelle est la part d'acheteurs publics et privés? Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais je peux me renseigner et vous glisser l'information dans un mail que l'on vous enverra à l'issue de la présentation, avec notamment le support de présentation. Alors, n'hésitez pas aussi, on est 24 présents, n'hésitez pas à nous partager aussi des expériences qui pourraient ne pas être positives. Tout est bon à prendre et justement, nous, en tant qu'outil, on est en perpétuelle évolution, transformation au regard de l'utilisation que vous en faites. Donc, plus on a de retours de votre part, plus on peut adapter notre outil à votre fonctionnement et à votre utilisation. Et puis, s'il n'y a rien à dire, je vous propose dès à présent de garder ce petit quart d'heure qui nous reste pour aller vous créer un compte sur le marché de l'inclusion et de compléter votre fiche. Et puis également, si vous le souhaitez, je vais vous mettre dans le chat mon adresse email si vous avez des questions ou des points à creuser, car moi, je suis là pour vous accompagner.
Et j'en profite, Pauline, pour vous proposer, vous disiez que vous aviez un collaborateur dont la mission était de faire la promotion auprès des acheteurs publics et privés. N'hésitez pas à associer l'UNEA à d'éventuelles réunions si vous avez besoin de témoignages d'entreprises adaptées sur leurs pratiques. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des témoignages concrets de type d'activité, de mode de fonctionnement. Donc nous, on est aussi preneurs de partenariats sur la promotion des entreprises adaptées auprès des acheteurs. Ben, c'est noté, je le ferai passer à mon collègue Sofiane pour qu'il reprenne contact avec vous. Et je suis d'accord avec vous, rien de tel qu'un témoignage pour pouvoir les convaincre de réserver un marché éventuellement. Parfait. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Non, je vais juste dire, moi j'ai vu Sofiane il y a 1 ou 2 mois et il faut vraiment le remercier parce qu'il fait aussi un travail formidable. Super. Il est aussi avec une autre personne que je connais, Nabil. Oui, tout à fait. Nabil qui est un acheteur de profession et qui nous aide sur le marché de l'inclusion. Et Nabil, c'est pareil, il fait aussi un travail formidable d'évangélisation et c'est vrai qu'il a un passé d'acheteur, mais il est très très bon sur la communication de tout ce qu'on sait faire. Et ça c'est vraiment, ça va payer parce que vraiment, c'est un très très gros travail qui est fait, quoi. Merci Thomas pour ces gentils mots que je leur transmettrai évidemment. Et oui, effectivement, on fait un vrai travail d'évangélisation sur les achats inclusifs, à la fois auprès des acteurs publics et des acteurs privés, mais toujours avec cette patte professionnelle. Ça, c'est important de pouvoir s'adresser à des pairs avec vraiment connaissance du sujet. Et donc Nabil est vraiment à la jonction des achats et du monde de l'inclusion. Donc, on est très chanceux de l'avoir parmi nous dans notre équipe. Merci Thomas encore pour ce témoignage. Mesdames, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Non? Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Eh bien, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis n'hésitez pas à me contacter si besoin. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.